Le journalisme d'investigation est une forme d'enquête qui se base souvent sur la vérification des faits, des interviews et des recherches, dans le but d'éclairer certaines questions ou événements. Il vise à accroître la transparence sur certains hommes et institutions, mais aussi élucider certains aspects qui méritent d'être divulgués. Le journalisme par excellence est d'abord d'investigation. Ça veut dire que tout journaliste doit être un journaliste d'investigation. Il faut définir d'abord l'investigation, c'est quoi? L'investigation, c'est l'enquête, faire des enquêtes, rechercher, fouiller. C'est cela l'investigation. C'est comme le journalisme d'investigation, c'est un journalisme fouillé. C'est ne pas se limiter simplement à être des piscopies ou à des, des gens qui tendent le micro, qui ne diffusent, qui ne donnent d'informations que ce qu'on veut bien leur donner. Un journaliste, d'abord, c'est quelqu'un qui doit aller au-delà, qui doit être curieux, qui doit chercher. Maintenant, en cherchant, en fouillant, ceux qui ont pris, ceux qui se sont spécialisés dans la recherche, dans l'enquête, qui cherchent dans les poubelles, qui cherchent des choses que le ministre, le directeur ou la personne interviewée ne veut pas dire, celui qui fouille, qu'on appelle un journaliste d'investigation. Ainsi, avant d'aller plus loin, venons-en à son origine. Au fil de l'histoire, les journalistes spécialisés dans l'investigation ont fait bouger des choses, ont fait des travaux qui ont eu des impacts, qui ont opéré des changements. Watergate aux États-Unis, c'est le travail de journalistes d'investigation sur cette période de guerre, et c'est ce qui a fait opérer la chute également de Nixon à l'époque. Si on va en France, le travail de journaliste d'investigation a précipité également la chute de Valéry Giscard d'Estaing, qui était une figure quand même pas des moindres dans le paysage politique français. Si on vient en Afrique, il y a des cas avec juste la pandémie de Covid-19. Un journaliste de Zimbabwe a fait un travail qui est revenu sur la fraude qui a pu être opérée à cette époque. Mediapart également, tout ce qui est Panama Papers, c'est toujours le travail de journalistes spécialisés dans l'investigation à leurs risques et périls, avec tout ce que ça demande. Ici au Sénégal, le scandale du gaz et du pétrole, et c'est une consoeur de BBC Afrique qui a révélé cela. C'est de là que cette forme de journalisme s'est internationalisée. Et dans le monde, nous pouvons citer plusieurs cas de figure où des journalistes d'investigation ont révélé des informations ou ont fait tomber des dirigeants, des hommes ou femmes d'affaires et permis d'apporter d'importants changements dans la vie des gens. Aussi au Sénégal, dans le domaine de l'investigation, des journalistes ont fait des exploits dans la divulgation d'informations capitales, des enquêtes sur des rapports, sur des marchés douteux, entre autres. Mais est-ce que là on est réellement dans l'investigation au vrai sens du terme? Cheikh Yérim, je ne le considérerais pas comme un journaliste d'investigation parce que je n'arrive pas à savoir sur quelle base il déclare certaines choses. Et parfois, ce qu'il dit, c'est plus de l'opinion que d'autres choses. Pape Alé, oui, je pense qu'il fait du journalisme d'investigation. On peut lui faire des reproches par rapport à sa méthode, ça c'est possible, mais au moins il essaie d'assembler des preuves matérielles de ses déclarations. Lorsqu'on le voit dans sa chronique, c'est un format assez spécial, mais au moins ils essaient de montrer des documents, de faire le parallèle avec des preuves, de construire un récit qui est cohérent. Donc je pense que s'il fait du journalisme d'investigation, même si comme pour tout le monde, il n'est pas irréprochable, mais voilà, je pense que c'est ça la différence entre les deux. L'un est plutôt sur du factuel, l'autre est plus sur des questions d'opinion, des questions de déclaration qui ne sont pas, sur lesquelles on ne peut pas vraiment se reposer. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui font de l'investigation. Ce qu'on trouve surtout dans la presse sénégalaise, c'est des journalistes qui traitent l'information au quotidien et parfois qui font l'effort de faire certains genres de journalisme, c'est-à-dire le reportage, le portrait et en tout cas plus ou moins l'enquête. Mais l'enquête quand même, il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Parallèlement, d'autres exemples sont palpables. Des enquêtes qui ont pu être faites. Je vais donner juste l'exemple. Dernièrement, à la Maison des Reporters, on a travaillé avec les services vidéo du journal Le Monde sur la question des nervis, sur le lien avec le pouvoir, par exemple. Ça a permis à l'opinion publique de s'en saisir. Il y a eu intervention du gouvernement par rapport à cette question. Ils ont annoncé des enquêtes. On verra comment ça va se passer.
En 2019-2020, on avait réalisé une enquête sur la corruption au niveau au niveau comment dirais-je, des passeports, la délivrance des passeports. Ça avait permis une réorganisation au niveau de la direction de la police, c'est-à-dire qu'on avait fait en sorte que les intermédiaires qui gravitaient autour du service soient un peu éloignés, que les délais de délivrance du passeport soient un peu plus réglementés. Ça fait partie des enquêtes sur lesquelles on a travaillé. Il y a aussi des enquêtes sur les médicaments illicites. Il y en a pas mal d'autres qui sont faites au niveau de la presse. Peut-être que je n'ai pas les noms en tête, mais il y a pas mal d'enquêtes qui sont réalisées également au niveau de la presse. Il faut juste pousser qu'il y ait une plus grande proportion de ces enquêtes-là et qu'elles soient plus à portée du public et que le public s'en saisisse. Je pourrais dire que chez nous à Kéoulo, en 2018, 27 personnes ont été accusées d'assassinat, de meurtre dans l'affaire Boffa Bayotte. Des journalistes d'investigation ont enquêté. Nous avons pris d'énormes risques. Nous sommes allés partout, nous avons cherché, nous avons dit aux Sénégalais que cette affaire-là, c'est un montage, que c'était des innocents qui ont été mis en prison. Grâce aux résultats de nos investigations, tout le Sénégal a su ce qui s'est passé. Et quand certains ont voulu nous dire que nous étions des rebelles ou que nous étions de connivence avec ces gens-là, le jugement qui a eu lieu il y a l'année dernière, je pense, a montré clairement que ce que Kéoulo vous a dit il y a 5 ans, c'est ça la vérité. Les investigations ont réglé énormément de problèmes ici au Sénégal, en tout cas en nous concernant. Je pense que si la majorité des Sénégalais a adhéré à cette idée que Ousmane Sonko a été victime d'un complot, c'est que dès le début, nous avons fait un travail d'investigation pour dire aux Sénégalais ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus du livre qu'il avait écrit, mais il avait écrit un livre pour un peu dénoncer l'achat de cet avion présidentiel. Bon, en quelque sorte, il disait que bon, c'était pas dans les normes. Et le président avait acheté cet avion-là, mais l'avion, bon, en tout cas, le prix qu'on avait acheté, vraiment, ça a prêté un peu à quelques interrogations. Bon, le gouvernement a essayé de répondre. Je pense qu'il avait même produit un livre blanc sur tout ça. Mais par la suite, je pense qu'ils avaient jugé nécessaire d'envoyer des journalistes en France pour leur dire que bon, voilà, l'avion, c'est tel constructeur, c'est cette usine-là, tout ça, pour que les journalistes puissent avoir une idée claire sur l'achat de cet avion-là. Dès lors, d'un point de vue global, si on se base sur le nombre de journalistes d'investigation au Sénégal, on peut dire qu'il n'en existe pas, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, le journalisme d'investigation requiert une formation sérieuse. D'abord, c'est un problème de formation. Parce que l'investigation, c'est des techniques d'enquête. Et malheureusement, on a laissé les techniques d'enquête aux policiers, on a laissé les techniques d'enquête aux juges d'instruction, on a laissé les enquêtes à ces corps. Or, un journaliste, c'est aussi, comme je l'ai toujours dit, c'est un policier par excellence, c'est un officier de police judiciaire par excellence, c'est aussi un juge d'instruction. La seule différence que nous avons entre un juge, entre ces gens de corps habillés et le journaliste, c'est qu'ils ont cette force de contrainte. Ils peuvent mettre quelqu'un en garde à vue, ils peuvent obliger quelqu'un à parler ou à le mettre en garde à vue. Et nous, c'est ce que nous n'avons pas. Mais les techniques sont les mêmes. Ensuite, l'investigation demande énormément de temps et de sacrifices, dû aux recherches et à la documentation. Il y a déjà ce qui est lié au travail du journaliste d'investigation, parce que c'est quelqu'un qui s'occupe de sujets et qui approfondit sa recherche. Donc, il y a un environnement médiatique qui fait que ce n'est pas favorable à l'éclosion de journalistes d'investigation, parce que déjà, dans beaucoup de rédactions, on est déjà en sous-effectif, c'est-à-dire que le journaliste qui est obligé de produire journalièrement un article ou un reportage, il n'a pas le temps de se dédier spécifiquement à un sujet sur lequel il va creuser durant des mois. Ça, déjà, il y a une explication. Ça peut demander parfois 6 mois, 1 an, voire même plus. Et je ne pense pas qu'actuellement, qu'on ait vraiment des journalistes qui peuvent peut-être faire, en tout cas donner assez de temps à un dossier pour réaliser et puis sortir quelque chose de béton, de crédible. Ce niveau est d'autant plus compliqué lorsque les documents à consulter sont secrets pour protéger une certaine catégorie de personnes, même si le journaliste d'investigation a une possibilité de contourner la source. Les obstacles, effectivement, j'avais d'ailleurs oublié de parler de ça, parce qu'il y a l'obstacle de l'accès à l'information, parce qu'il y a une information qui est basée, qui devrait être accessible au grand public, et surtout aux journalistes professionnels, parce que le grand public n'aurait peut-être pas le temps de faire les recherches nécessaires, et que ce sont les journalistes qui sont formés pour ça, qui vont plus dédier une partie de leur temps à réaliser des recherches
documents basiques, des informations basiques qui devraient être accessibles. Malheureusement, c'est très compliqué dans nos administrations parce qu'il y a une culture de la confidentialité qui existe toujours, qui rend difficile l'accès à certaines informations, comme des contrats qui vont être intéressants à consulter, qui peuvent être une étape première, préalable dans le travail du journaliste d'investigation. Malheureusement, on a ce blocage-là. Mais pour contourner, il y a la question des sources aussi. On va avoir des sources en interne qui peuvent s'approcher du journaliste pour lui dévoiler certains documents parce qu'ils pensent qu'il y a des soupçons de malversation, par exemple de détournement d'argent, etc., etc. La rentabilité du journaliste d'investigation pour l'entreprise aussi constitue également un frein. La plupart du temps, les gens qui créent les médias, c'est les hommes d'affaires, c'est les businessmen qui veulent, en créant les médias, exister sur le plan économique, pouvoir faire du chantage sur les gouvernements, pouvoir avoir des marchés, pouvoir se positionner. Maintenant, des gens comme ça n'ont pas besoin de recruter un Babacar Touré, à moins que leur objectif est d'utiliser Babacar Touré pour faire du chantage à certaines personnes. Donc ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un journal qui va prendre tous les jours les comptes rendus, les dîners et débats des ministres, qui va faire les conférences de presse des ministres, qui va sortir là quand le ministre va voir son marabout, on le filme, on dit le ministre il est béni chez son marabout. Ça, c'est ça qui intéresse les gens, parce que ça ne dérange pas. Or, montrer que le ministre a menti, montrer que le directeur général a fait de la surfacturation, ça va fâcher la direction, ça va fâcher le gouvernement. Et au finish, eux, ça risque de ne pas amener de la publicité. Ça, ce n'est pas rentable pour les businessmen qui, aujourd'hui, contrôlent les médias. L'autre aspect qui peut décourager la pratique du journalisme d'investigation est la lenteur dans le traitement des dossiers. Parfois même, aucune poursuite contre les fautifs. Maintenant, c'est à l'opinion publique de s'en saisir, c'est au gouvernement de s'en saisir parce que très souvent, il est impliqué ou bien il est directement concerné par le reproche qui est fait dans l'enquête. Nous, déjà, ce qu'il nous faut faire, c'est réaliser l'enquête, faire en sorte qu'elle soit béton et qu'elle soit constituée sur la base de preuves factuelles. Ça, c'est déjà ce qui nous incombe. Maintenant, le reste, même si ça peut être frustrant qu'il n'y ait pas de suite à une enquête, ça n'empêche pas que c'est le métier du journaliste. En fait, on a choisi d'être journaliste. Nous, notre travail, l'essentiel, c'est de le faire. Le reste, ça appartient à l'opinion publique, ça appartient également au gouvernement. Même si l'objectif unique de l'investigation n'est pas la poursuite ou les sanctions, mais le changement de mentalité et un éveil de conscience. Ce n'est pas forcément par une suite judiciaire qu'il faut voir le résultat d'une enquête. Une enquête peut contribuer à changer la mentalité au niveau de la population. Ça peut aussi contribuer à faire en sorte que ceux qui sont impliqués dans des faits similaires sachent qu'en fait, il y a des journalistes qui observent ce qu'ils font et qui peuvent peut-être s'intéresser à ce qu'ils font et qu'ils risqueraient, par exemple, de voir ce qu'ils sont en train de faire en interne et être dévoilés. Donc, ça peut impliquer un changement de comportement d'une manière ou d'une autre. Même si ce qui est souhaitable, c'est que l'État puisse s'en saisir, c'est que surtout, l'opinion publique puisse s'en saisir, parce que tout dépend de l'écho qu'on donne de l'opinion publique. Et à un certain moment, le gouvernement ou les autorités publiques sont obligées de se saisir du sujet. Donc, ce n'est pas vraiment aux journalistes que ça incombe. On peut peut-être pousser, on peut peut-être sensibiliser, faire appel à l'opinion publique pour qu'elle pousse par rapport à certaines enquêtes. Mais notre travail, c'est aussi il faut aussi qu'on s'arrête à ce qu'on peut faire à notre niveau. Maintenant, il y a aussi un souci, c'est que lorsqu'on est journaliste, on ne peut pas se limiter seulement à se dire qu'on a réalisé une investigation. Ça aussi, c'est un fou. Parce qu'en fait, il faut arriver à faire en sorte que l'enquête qu'on a pu réaliser soit accessible au public. C'est-à-dire, quels sont les moyens pour que le public se saisisse du sujet. Si on réalise une enquête technique sur la question du pétrole, par exemple, et que sur le rendu, ça sonne comme des Chinois par rapport au public, ça ne passera pas. Les poursuites judiciaires et les menaces sont des conséquences du journalisme d'investigation, raison pour laquelle beaucoup de journalistes n'embrassent pas cette branche. Le contexte judiciaire qui fait que lorsqu'on est journaliste d'investigation, on s'expose. On s'expose judiciairement. On le voit d'ailleurs de plus en plus. Lorsqu'on travaille sur certaines enquêtes, on n'est pas protégé par la législation. Cela fait que ça peut décourager des personnes qui veulent vouloir se lancer dans le journalisme d'investigation. Je vous donne juste l'exemple de la diffamation, par exemple, de la manière dont c'est élaboré dans le cadre juridique du Sénégal. On ne protège pas le journaliste qui veut savoir quelle est la vérité et qui publie quelle est la vérité. Pour éviter de se faire arrêter, que les journalistes sénégalais ont décidé de faire ce qu'on appelle de l'autocensure.
Ça veut dire nous savons, nous voyons, nous pouvons faire des enquêtes, mais pour éviter d'aller en prison, pour éviter de causer des ennuis à nos familles et consorts, des journalistes sénégalais ont décidé de se taire. On garde le silence, on est embastillés, on a décidé de nous taire. Parce que, imaginez, quand un journaliste sénégalais se permet de sortir une information, qu'elle soit vraie, je ne vais même pas entrer dans les fausses informations, mais les informations vraies, automatiquement, il y a deux choses qui sont reprochées aux journalistes sénégalais. Premièrement, on vous accusera, parce que déjà, c'est les policiers, on accuse les policiers de connivence avec les nervis, les gens qu'eux, ils ont présentés comme nervis, on les accuse de connivence, de complicité avec eux. C'est-à-dire, si un journaliste sénégalais l'avait sorti, automatiquement, il serait arrêté pour diffusion de fausses nouvelles, même si ce qu'il a dit est vrai. L'autre chose, on lui reprocherait énormément de choses, de troubles à l'ordre public, d'appel à insurrection, on a entendu tout dernièrement, manœuvre à saper le moral des troupes, ainsi de suite. Les poursuites judiciaires, c'est le lot de tous les journalistes d'investigation du monde. Au Sénégal, c'est pas très méchant parce qu'on n'a pas une culture du journalisme d'investigation. Mais un journaliste d'investigation, c'est pas quelqu'un qui s'arrête simplement dans les salons de massage ou qui va simplement dans les stades de football ou qui va dans les boîtes de dancing. Non. Un journaliste d'investigation, c'est aussi celui qui s'intéresse à la gestion des fonds de la cité. C'est aussi celui qui s'intéresse à des conflits nationaux ou internationaux. Un journaliste d'investigation doit pouvoir se déplacer, aller au Mali, voir ce qui se passe, comment vit la population malienne aujourd'hui. Un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui dit des rafles systématiques sont organisées au Sénégal où on cherche tous ceux qui ont participé à des manifestations. Le journaliste d'investigation doit avoir enquêté. On nous parle le gouvernement du Sénégal a dit que a donné un bilan sur les dernières manifestations en parlant de 16 morts. Amnesty International nous a parlé de 20 morts. Pastef avait parlé de 26 morts, tout dernièrement hier. Dans son mémoire qu'il a publié, Ousmane Sonko nous parle de 30 morts. Quelle est la vérité dans ça? Un journaliste doit pouvoir enquêter pour dire, voilà, d'après des sources d'enquête journalistique, voilà le chiffre normal, voilà le chiffre vrai, malheureusement. Mais aujourd'hui, un journaliste qui se permettrait de donner une information qui n'est pas une information officielle peut se mettre tout de suite la justice à dos. Il serait poursuivi de diffusion de fausses nouvelles, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'appel à insurrection et j'en passe de toutes les qu'on nous sort aujourd'hui pour mettre les gens en prison. Ça, c'est malheureux, c'est dommage. Parfois, même l'entourage du journaliste d'investigation n'est pas épargné par les menaces. Ce facteur-là, la peur, parce que dès lors qu'on a opté pour ce genre, en tout cas de pratiques journalistiques, parfois on est exposé aussi. On est exposé. On l'a vu à travers le monde. Bon, je ne citerai peut-être pas le pays, mais un journaliste qui était, voilà, qui faisait des reportages, des enquêtes dans son pays, mais par la suite, bon, il a fui, il a quitté le pays, mais n'empêche, il a même été tué à l'étranger par les autorités de son pays. Donc il y a aussi ce facteur risque, ce facteur peur-là que les gens ont, parce que dès lors qu'on a choisi cela aussi, il faut savoir vraiment parfois où dormir et puis sécuriser plus ou moins sa famille et puis faire attention à tout. Parce que bon, c'est sûr que quand vous commencez à sortir des choses, bon, vous aurez en face de vous peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous et qui feront tout pour vous faire votre peau. Donc il y a aussi ce facteur-là qui n'est pas du tout négligeable. Donc il faut faire attention. Mais n'empêche, le journaliste doit toujours prendre des risques pour donner la bonne information aux populations. Ainsi, le journaliste d'investigation a l'obligation de protéger sa source. La confidentialité des sources des journalistes doit être protégée en droit et dans la pratique, à des exceptions près. Cela est inscrit dans la résolution 33.2 du Conseil des droits humains de l'ONU, adoptée en 2016 par le Sénégal. C'est primordial parce que, du point de vue déontologique, ça serait une grosse honte pour le journaliste de dévoiler sa source ou de ne pas prendre les garanties qui puissent permettre la confidentialité de la source. Qui permettent de ne pas exposer la source en question. Mais malheureusement, il y a des atteintes, il faut noter, des atteintes qui viennent surtout de l'État. Parce que si on apprend, par exemple, c'est assez problématique que des journalistes puissent
relayer de telles informations sans s'interroger sur le fait qu'on s'attaque à un fondement de leur métier. Comme lors de l'arrestation, par exemple, de Pape Alé Niang, il y a un quotidien, des quotidiens de la place, qui avait dit que son portable avait parlé, c'est-à-dire qu'on avait interrogé son téléphone portable, alors que ça, c'est s'attaquer à un principe sacro-saint du journalisme, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux sources, que ce soit dans les plus grandes démocraties, lorsqu'on veut lever le secret des sources, il y a tout un ensemble de barrières qui sont déjà dressées, et même du point de vue déontologique, il y a une possibilité pour le journaliste de dévoiler la source, mais ça, c'est à condition qu'il sache qu'en fait, la source agit de manière déloyale, lui a fourni de fausses informations. De ce fait, dans une grande démocratie, il ne peut ne pas y avoir de journalistes d'investigation pour le simple fait que cette population souveraine a besoin de savoir ce qui se passe dans son pays, la concernant. Et au Sénégal, les cas à élucider sont légion. Et cette tâche incombe aux journalistes d'investigation, particulièrement. On a découvert qu'il y a eu beaucoup de scandales financiers. Il y a eu quand même des gens de l'administration qui ont détourné des fonds publics. Je pense que ce serait bien qu'un journaliste puisse avoir assez de temps pour vraiment revenir sur cette question. Parce que les deniers publics, c'est les deniers du peuple aussi. Donc ce serait bien que les journalistes puissent avoir assez de temps, assez de recul pour faire vraiment une investigation profonde, sérieuse et minutieuse pour nous donner vraiment les détails de ces fonds publics-là. Le journaliste d'abord, qu'est-ce qu'on dit? C'est le quatrième pouvoir. Et le journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui se bat tout le temps pour obliger les tenants du pouvoir à savoir qu'en cas de dérapage, au-delà de la justice, au-delà de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, il y a les journalistes qui sont là, qui peuvent sortir de l'information. Donc c'est tout ça qui font que quand on a suffisamment de journalistes d'investigation bien formés et protégés par la loi, dans ces pays-là, rarement, on a des dérives autoritaires. On a cette chape de plomb que l'on voit aujourd'hui sur le Sénégal, où tous les journalistes disent « je vais rester dans mon coin parce que je ne veux pas qu'on vienne me chercher pour m'accuser de trouble à l'ordre public, d'appel à insurrection, de diffusion de fausses nouvelles, ainsi de suite ». Cependant, il urge que les professionnels des médias au Sénégal s'attellent davantage sur des questions qui nous interpellent. Il n'est pas glorifiant que des médias étrangers révèlent au grand jour des sujets nous concernant directement, à notre place. Les médias internationaux n'ont pas plus d'éléments et d'informations que nous autres Sénégalais. Les vidéos que ces médias ont présentées, c'est des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, WhatsApp et tout le monde. Je pense que moi, j'ai eu les mêmes vidéos ou plus de vidéos que ces médias occidentaux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est entré en pleine dictature. Ce que les médias occidentaux ont montré avec ces images, si un journaliste sénégalais l'avait fait, il serait en ce moment-là détenu en prison. Toutefois, le journalisme d'investigation a ses limites. N'a de limite que sa conscience d'abord et le tribunal des pairs. C'est cela les limites d'abord. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Par exemple, un journaliste d'investigation n'a pas le droit d'enquêter pour savoir si Ousmane Mbeng sort avec Nogay Mbaye. Ça, ce n'est pas de l'investigation. Le journaliste ne doit pas chercher à savoir si dans cette chambre-là où Nogay Mbaye et Ange sont entrés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur. Ça, ce n'est pas de l'investigation. Ainsi, malgré la complexité du domaine de l'investigation, plusieurs facteurs peuvent concourir à le rendre meilleur. Au Sénégal, l'article 8 de la Constitution consacre le droit d'accès à l'information. Cependant, il ne dispose toujours pas de loi sur l'accès à l'information. Or, celle-ci aurait été un levier pour asseoir une presse plus solide, des journalistes d'investigation en masse et en qualité, et parallèlement forger notre démocratie. On ne peut pas prendre ce critère-là uniquement pour dire qu'il s'agit d'une démocratie, mais ça peut faire partie des critères, des baromètres, d'évaluer le niveau de démocratie et surtout le niveau de liberté d'expression dans un pays. Parce que si les journalistes d'investigation s'intéressent à des sujets sensibles et qu'on voit qu'ils sont susceptibles d'être inquiétés dans un pays, ça peut effectivement être un baromètre pour voir qu'effectivement cette liberté d'expression, elle est peut-être consacrée, mais dans les faits, elle n'est pas très respectée parce que les journalistes d'investigation vont s'intéresser à des sujets très sensibles. Les lois sont faites par les hommes politiques. Et les hommes politiques sont toujours dans des calculs et des combines qui leur permettent de rester au maximum au pouvoir. Ces gens n'ont aucun intérêt à nous faciliter le travail, à nous faciliter la tâche. Il n'y a aucune indépendance qui est donnée gratuitement. Une indépendance, on l'arrache.
Malheureusement, les journalistes sénégalais ne sont pas prêts à cette indépendance, ne sont pas prêts à cette autonomisation. Les journalistes sénégalais veulent continuer à être les petits frères, à être le boy de quelqu'un. On leur fait faire du travail, ils le font, ils acceptent sans rechigner. C'est cela la réalité. Mais on peut mettre toutes les lois que l'on veut. Si on ne les applique pas, si leur application fait défaut, ça ne servira à rien du tout. Il ne s'agit pas simplement d'aller dire on va mettre des lois pour autoriser. C'est la Constitution d'abord qui autorise le journaliste à enquêter, à traiter l'information et à diffuser l'information. La Constitution, elle est au-dessus des lois. Il y a la loi sur l'accès à l'information ne permet pas aux journalistes de faire certaines choses. À chaque fois que tu touches à certaines choses, on vous dit que on n'est pas autorisé à vous donner cette information-là. Hormis cela, dans ce sens, d'autres défis sont à relever. Notre chemin, c'est de s'intéresser au genre majeur, surtout à l'enquête. Et Moussa, quand même, il faut le dire, avec la maison des reporters, ils sont en train de faire un bon boulot. C'est quelque chose de nouveau au Sénégal. Et il faut rappeler que dans le monde, les journalistes sont en train de se constituer un consortium pour faire de grandes enquêtes. Donc c'est bien quand même que les journalistes sénégalais puissent s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire se constituer un groupe de journalistes et mener ensemble des réflexions, mener ensemble des enquêtes et qui puissent aboutir à quelque chose. Vraiment, ça donnerait beaucoup plus de crédibilité aux journalistes sénégalais. En somme, au Sénégal, le journalisme d'investigation demeure un choix périlleux pour ceux qui s'y frottent. Et cela, malgré la libéralisation de la presse. Le code de la presse ne garantit pas cette liberté, du fait de beaucoup de points contraignants, et que le journaliste puisse être emprisonné dans l'exercice de ses fonctions. Une épée de Damoclès plante toujours sur la tête de ces soldats de l'information. Et jusqu'à quand? Mystère et boule de gomme.